Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un livre qui fait pas mal parler, La destruction de la civilisation noire. C'est un ouvrage qui propose une relecture, disons, assez audacieuse de l'histoire africaine. Notre but ici, c'est de comprendre la thèse principale de ces textes, l'idée qu'il y avait des civilisations noires très avancées, surtout en Égypte et en Éthiopie ancienne, et puis de voir comment l'auteur explique leur déclin. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Oui, c'est une approche intéressante. Le texte affirme carrément une sorte de primauté noire dans plein de domaines. Il va même jusqu'à dire que le nom Égypte, eh bien, il viendrait des populations noires. Ça pose tout de suite une question centrale que soulève le livre. Comment une civilisation décrite comme ça, si pionnière, a pu décliner? Au point que ses descendants se retrouvent, d'après l'auteur, marginalisés. Bon, il faut préciser quand même que c'est une perspective historique, propre à ce livre. Oui, c'est important de le noter. Un des points forts du texte, c'est cette idée que l'Égypte ancienne, qu'il appelle la fille aînée d'Éthiopie, était noire à l'origine. L'auteur cite même une légende sumérienne qui dit «Ils ont perdu leur histoire, alors ils sont morts». Ça marque bien l'importance de la mémoire historique telle que présentée ici. Tout à fait. Et pour appuyer cette thèse, l'ouvrage se base sur certaines interprétations de découvertes archéologiques. Il cite aussi des anciens comme Hérodote, le fameux voyageur grec qui a décrit les Égyptiens à son époque. Et ensuite, le texte dénonce ce qu'il appelle une grande tromperie. Une grande tromperie, Hein, c'est-à-dire. une réécriture de l'histoire plus tardive qui aurait, selon le livre, classé des populations métissées, voire des pharaons noirs, comme blancs, dans le but, dit l'auteur, d'effacer l'origine africaine de l'Égypte. Thèbes, ou Woussou, c'est comme ça que les anciens Africains l'appelaient d'après le livre, est présenté comme un centre majeur de cette civilisation noire. C'est une affirmation assez forte sur un potentiel effacement historique. Mais d'après ce qu'on lit, le livre ne pointe pas que des causes extérieures. Il parle aussi de dynamique interne, non? Comment cette unité supposée au départ se serait brisée? Oui, alors l'auteur met beaucoup l'accent sur l'impact des migrations. Des migrations massives. Elles auraient été causées par des invasions, bien sûr, mais aussi par des changements environnementaux, comme l'avancée du Sahara, par exemple. Et ces grands déplacements de population auraient mené à une fragmentation politique et culturelle extrême. Extrême. Oui, le texte parle de l'émergence de plus de 2000 langues et dialectes. Imaginez. Et une myriade de petites chefferies, souvent isolées, repliées sur elles-mêmes. Plus de 2000 langues. C'est une image saisissante de la division. Donc le livre suggère que cette désunion, cette méfiance entre groupes, devenue presque un mode de vie africain, je reprends les mots du texte, ça a créé une faiblesse. C'est exactement ça, l'argument central. Cette fragmentation aurait rendu le continent, comment dire, particulièrement vulnérable aux exploitations extérieures. Il pense notamment à la traite négrière transatlantique et puis plus tard à la conquête coloniale. D'accord. Les invasions asiatiques d'abord, puis européennes, mais aussi l'expansion de l'islam et du christianisme, sont présentées comme ayant profité de ces divisions, voire même parfois les ayant accentuées pour mieux s'imposer. Et le texte va même plus loin en parlant du rôle de certains groupes intermédiaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Il aborde le rôle complexe qu'il attribue aux populations métissées. Alors, le texte utilise le terme mulâtre. Bon, c'est un terme historique, il faut le remettre dans ce contexte, pour décrire comment ces groupes auraient parfois servi d'instruments aux conquérants contre les populations noires majoritaires. L'auteur donne des exemples en Égypte, au Soudan, ou même le cas des Coloreds en Afrique du Sud. Il voit ça comme des illustrations de divisions internes profondes qui sont soit exacerbées, soit utilisées par des forces extérieures. Hmm, Et la perte de l'écriture, d'autres savoirs aussi, est liée, dans l'analyse du livre, à tous ces bouleversements. Invasion, migration, instabilité. d'accord. Alors si on essaie de résumer un peu ce que disent ces extraits, d'un côté, on a cette affirmation d'une histoire africaine ancienne, très riche, avancée, pionnière. Exactement. Et de l'autre, une tentative d'expliquer pourquoi ça a décliné. Et l'explication, c'est un mélange complexe de facteurs. Il y a, selon l'auteur, les pressions extérieures, invasion, esclavage, ce qu'il appelle les manipulations historiques, mais aussi les facteurs internes, cette fragmentation politique, culturelle, linguistique, vraiment extrême. Et les deux seraient liés, hein. Oui, le point crucial de son argumentation, c'est que ces deux types de facteurs sont profondément interconnectés. Ils se sont renforcés mutuellement au fil du temps.
L'idée maîtresse qu'il avance, c'est celle d'une destruction presque intentionnelle et d'une division orchestrée, en quelque sorte. Bon, cette lecture de l'histoire telle qu'elle est présentée dans ce livre, La destruction de la civilisation noire, elle souligne vraiment l'importance, selon l'auteur en tout cas, de la conscience historique et de l'unité, pour la Ouais. survie, pour l'épanouissement d'un peuple. Absolument. Et ça nous amène à une question finale. Inspirée par cette légende sumérienne que tu citais au début, si perdre son histoire, c'est mourir, comme le suggère la légende, alors par où on commence? Non seulement pour essayer de reconstituer une mémoire, un passé, mais surtout pour construire un avenir sur des bases peut-être nouvelles. C'est une interrogation forte, en effet, hein, pour conclure notre discussion d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.